Alors bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'être là pour cette leçon de tibétain. On va commencer par une prise de refuge. Sangye che tang tsoge cho namla chungchu baratu dani kyabsuchi dagi jin sogi pe sunam ki drola penchir sangye dro baisho. Voilà, vous remarquerez que je récite cette prière d'une manière monocorde volontairement, de manière à ce que vous puissiez, eh bien, la comprendre au moment où je la récite. Idéalement, bien sûr, mais ça devrait être possible petit à petit. Sangye che tang tso gi cho nam la. Cho nam la, ça veut dire quoi, cho nam la? Juste cho nam la. Sublime. Pardon? En les sublimes. Oui, pour les sublimes. Cho Namla. Ah, hello Stéphane, j'avais pas vu ta vignette, c'était tout noir encore. Cho Namla. Ça, c'est l'exercice que je vous ai proposé la dernière fois, que je vous propose tout le temps d'ailleurs. C'est de vraiment faire que vous ayez des unités de sens. Que petit à petit, vous preniez vraiment l'habitude. Ben, ok, Cho Namla, ça veut dire pour les sublimes. Cho Namla, tout simplement. Bon, après, En les évidemment. sublimes, en Pardon? l'occurrence. En les sublimes. On les sublime. On les sublime pour les sublimes, tout à fait. Ouais. À l'égard des sublimes. Ça, c'est encore une fois, notre réflexe au départ, mais c'est très juste, donc après on peut préciser, mais notre réflexe, ça doit être un réflexe de compréhension, on pourrait dire, du sens fondamental du rôle des particules dans un groupe de mots. Et après, on affine. Après, dans la phrase, ben oui, bien sûr, Sangi cho tang tsugi cho namla chongchu partout. Cho namla chongchu partout. Chongchu partout, ça veut dire Jusqu'à l'éveil. jusqu'à l'éveil. Donc, Cho Namla et Chongchu Pardu. Donc, c'est clair que ça va être Cho Namla en les rares sublimes jusqu'à l'éveil. Et on va supposer que on prend refuge. Mais petit à petit, on a vraiment ces éléments de sens. Donc, en fait, là, je le fais pour cette prière du refuge. Mais ensuite, disons, vous êtes très bien placé pour faire cet exercice d'une manière systématique sur les textes que vous récitez ou les textes que vous étudiez, parce que vous avez suffisamment d'éléments grammaticaux pour vous permettre cette approche-là, et qui va faire qu'à un moment donné, vous récitez un texte, vous le comprenez. Voilà, c'est juste pour dire qu'il y a l'occasion fait le larron tout le temps, et même dans les récitations les plus simples et les plus évidentes, on va dire. Ok. Donc, normalement, en suivant les conseils, non, les indications avisées de notre chroniqueuse en chef, je cite Dominique, bien sûr, alias Jiminy Cricket, donc il était question que nous étudions la strophe 13 dans la leçon 12, que nous préparions cela avec ensuite le commentaire. Est-ce bien exact? Oui. Ok. C'est ce que vous avez fait ou pas? Oui. Ouais. Super. Ah, Claudine, c'est un oui affirmatif, donc ça veut dire tu as bossé là. C'est pas que tu n'aies pas travaillé les dernières fois. Hein. Très bien, super. Ben écoute, Claudine, c'est parfait, tu as ouvert le micro, donc tu vas nous faire le plaisir de lire cette strophe. On va se faire comme d'habitude 3 lectures, et comme d'habitude aussi, avec toujours ce soin d'une lecture consciente, en rapport avec ce que je vous disais avant, et d'une écoute consciente avec ce travail de repérage des groupes de mots et du sens global. Vas-y, on t'écoute. Des pays sanguiers. Attends, je recommence. Ouais, prends ton temps. Des pays sanguiers, Namtang, Chokchui, Jikten Dapna, Gangshuk, Chepargyur, Gangyang Ma Chun, Detak Ramyurwar, Samjok, Chonshuk, Rimpar, Sangier Jun. Très bien. Là, sur le rap, j'ai entendu un rang, mais bon, c'est peut-être juste moi qui ai entendu, mais Ram Nurwar. Ouais, très bien, très bien. Est-ce qu'éventuellement tu la lirais une deuxième fois pour que tu puisses te mettre vraiment encore mieux dedans et que nous, on puisse encore mieux comprendre? Bépé, Sangier, Namtang, Chokchui, Jikten Dakna, Gangshuk, Chepargyur, Gangyang
majun, detak, rapnyul, war, samzok, janchup, rimpar, sangye, jun. Ouais, c'est très bien, très bien. Ouais, non, c'est super. Bah oui, t'as bossé là, il y a pas de doute. Parce que voilà, c'est une lecture. Et je pense que, alors je sais pas si c'est à 100%, mais j'imagine que quand tu récites, quoi, quand tu lis de cette manière-là, tu comprends, il y a des éléments de sens qui arrivent d'une manière assez évidente, Claudine, ou pas? Oui. Hmm. Alors déjà, Sangyenam. Attends, alors on rentre pas tout de suite Ah oui. dans l'analyse. Non, non, Ah oui, c'était élément juste de pour sens. savoir. C'est déjà pour Oui. savoir si au moment où tu le lis, si tu sens une différence, je veux dire, du fait de cette lecture consciente ou de l'exercice que tu as fait, si tout à coup, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se développer, ou tu sens qu'en lisant, tu comprends. C'est un peu juste. C'est mieux quand, oui, quand j'ai travaillé et quand les mots ont un sens. Ah ouais, clair, clair. Et d'ailleurs, ça se sent à la lecture aussi, hein. Je veux dire, tout à coup, à l'écoute, c'est très bien. Qui d'autre veut lire cette strophe? Ouais, je veux bien. Super, bah bien sûr. Depe Sangye Namtang Chok Chuyi Jikten Tagna Kangshuk Chepagyo Kangyang Machun Tetag Ramnyowa Samzok Chanchuk Rimpa Sangye Chun. Très bien. Moi, j'aurais encore envie d'une fois, là. Tu peux la relire une deuxième fois pour qu'on puisse sentir son sens de manière encore plus évidente. Depe Sangye Namtang Chok Chuyi Jikten Tagna Kangshuk Chepagyo Kangyang Machun Tetag Ramnyowa Samzok Chanchuk Rimpa Sangye Chun. Jun. Jun et war ici, hein. Jun. Chun, excuse-moi, tu as raison, c'est toi qui as raison. Sapatapa yatachan narochon chun. C'est tout à fait juste. D'un coup, j'avais pas les yeux en face des trous. Non, c'est tout à fait chun. Parce que c'est un sapatapa et c'est pas un sabataba. Donc c'est chun, tout à fait. Sangye chun. Depe sangye namtang cho chui jikten tana kangshuk che parajuru. Kanyang machun teta ramnyuru war. Samzo chungchup rimpar sangye chun. Tout à fait. Très bien. Donc, question. Oui, bien sûr, Florence. Bien sûr, toutes les questions sont toujours possibles. Vas-y, Florence. Machun et Sangye Chun, c'est aller, mais pas de la même orthographe. Oui. Les différences. Moi, je pensais que le Machun et Sangye Chun, mais bon, apparemment pas. Alors, du point de vue d'abord de la prononciation, ici on a un pa yatachan narocho nachun. Il n'y a pas de préfixe avant, il n'y a pas de lettre suscrite, donc le cha est un cha. Simplement, c'est une lettre basse. Pa yatachan narocho nachun. Chun, c'est le verbe venir pour l'honorifique. En tibétain parlé, on n'utilisera pas chun. En tout cas, à ma connaissance. Encore une fois, c'est toujours à ma connaissance parce que je suis pas non plus tibétophone. Donc, mais je me souviens pas avoir entendu l'usage du chun pour dire de quelqu'un qui vient. Pep, oui, ça, c'est un honorifique standard pour le verbe aller. Mais ici, chun, c'est dans le sens de venir, c'est vraiment très littéraire, me semble-t-il. Donc Chun, Ma Chun n'est pas encore venu. On est dans là, et tout simplement ce qui va expliquer le Chun Payata Chan Arochona Chun et le Chun Sabata Payata Chan Arochona Chun, c'est les temps verbaux, tout simplement. Donc rappelez-vous qu'un verbe, si on parle d'autant plus d'un verbe volitif, un verbe volitif peut largement avoir 4 formes. Une pour le passé, une pour le présent, une pour le futur, une pour l'impératif.
Donc là, après, bon, soit je l'indique dans le vocabulaire, en général, c'est plus ou moins indiqué. Mais sinon, vous avez votre dictionnaire et vous regardez les différentes formes verbales. Et normalement, si par exemple je prends Tony Duff, on va prendre Tony Duff, bougez pas, ça tombe bien parce que vous restez là, donc je suis sûr que vous bougez pas. Donc, on va prendre Pa Yatacha Narocho Nachun en Waili, comme il se doit. Et bien voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà Chun Pa Yatacha Narocho Nachun, c'est l'impératif de Junpa. Donc a priori, si on regarde ça, je suppose qu'en appuyant sur Jun, on va voir que c'est le verbe to come to this place from somewhere else. Donc venir. Et donc c'est bien ça le verbe. C'est-à-dire, et là on voit les 4 formes, vous les voyez à l'écran, je peux vous zoomer encore plus s'il faut. Ça peut être le passé aussi. Alors oui, ça peut être tout à fait le passé, l'impératif ou le passé. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que ce sera difficile de le déterminer. Maintenant, attention, on n'est pas dans une langue conjuguée, ce qui fait que vous pouvez retrouver parfois des formes du passé utilisées dans des circonstances qui ne sont pas le passé. Hein. Parce que, ah oui, ça c'est, oui, je suis d'accord, Stéphane. Non, moi j'ai essayé de chercher le bureau des réclamations, j'ai toujours pas trouvé. Ça, je trouve que c'est quand même pas sympa de nous avoir fait ce coup-là. Mais il y a des constructions. Alors, me demandez pas lesquelles, hein, parce que ça, là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je cale, donc il y a des détails que, voilà. Puis après, il y a le contexte. Tout simplement, une fois de plus. Et le contexte, si j'y reviens, eh bien, là, on a donc Kanyang Machen, rien que ça me dit déjà quelque chose. Qu'est-ce que ça devrait vouloir dire? Après, on regarde dans le détail. Mais Florence, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Kanyang Machen. Je te demande pas une traduction, encore une fois, ni belle, ni... Ceux qui sont pas venus. Exactement. Kanyang Machen, il n'y a rien qui est encore venu. C'est même plus brut que ça, c'est Kanyang Machen. Parce que quand, c'est un mot interrogatif. On est d'accord. Donc quand on utilise Kang, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, mais là, on fait pas dans le détail, quoi. Kanyang Machen, il n'y a rien qui est venu. Si je le traduis vraiment très familièrement, et j'aurais pas tort, parce que je veux dire, c'est vraiment écrit comme ça. Kanyang Machen. Kanyang, ça veut dire rien. Machen, pas venu. Il n'y a rien qui est venu. Maintenant, après, on verra comment ça prend place dans la strophe et son sens. Et c'est le contexte de la strophe générale qui va nous donner l'explication, bien sûr. Mais Dans les 4 strophes de l'Illuminator, il n'y avait pas la forme Sapatapayatacha Naocho Nachun. C'est vrai. Il avec un ça. T'as tout à fait raison. Ça, c'est vraiment terrible. Donc, c'est possible. Non, mais c'est horrible. Donc, c'est possible qu'elle soit soit dans un autre verbe encore. J'en sais rien. Là, tu vois, j'y perds mon latin. En l'occurrence, mon tibétain. Je ne sais pas pourquoi. J'ai aucune idée. C'est pour ça que je pensais qu'il y avait une différence de prononciation. Alors, en termes de prononciation, alors si c'est ça, c'est encore simple à répondre. C'est-à-dire qu'ici, on a un pas. Donc, le pas, c'est expiré bas. Pa yatacha narocho nachun. Et ici, on a un pas tout à fait standard, le premier, c'est-à-dire sapata pa yatacha narocho nachun. Donc là, on a notre réponse. C'est-à-dire que c'est la différence entre le pas, qu'on voit ici, et le pas, qu'on voit ici. Donc ça... C'est la même, la même que le texte nous a donné dans les 5 sutras souverains. Oui. De toute façon, dans les 5 sutras souverains, la prière de Samantabhadra est un des sutras. Pourquoi on... À propos de l'orthographe du mot. Ah, oui. Je sais pas, j'ai pas checké dans les 2 textes, hein. J'ai pas regardé. Non, il peut y avoir parfois aussi une erreur d'orthographe, tout est possible, hein. Non, mais là, j'ai pas regardé. Non, j'ai pas regardé. Jean-Marc, oui. Dans mes verbes, là, oui. Le dernier, c'est venir, aller. Oui. Et l'autre, c'est venir, apparaître. Ok, ouais.
deux verbes différents. Oui. Suivant le contexte, on va essayer de le traduire. Oui, je sais pas. C'est de toute façon, c'est advenir. Là, on parlerait dans le contexte, on parle des Bouddhas qui adviennent, des Bouddhas qui viennent, des Bouddhas qui se manifestent. On pourrait aussi dire manifester, ça marcherait très bien. Donc, ouais. Je sais pas. Est-ce que vraiment ces deux verbes... On peut regarder, hein. Sapatapa yatachan narochunachun. On va regarder. Il y a peut-être... Tony Dove va peut-être avoir la réponse. Sapatapa yatachan narochunachun. En tout cas, moi, je l'ai pas. Donc, chun, eh bien, pour lui, c'est un impératif. Ah, on a même chun pas. Chun pas. On va voir ce qui se dit. Il dit ici, chun pas. Alors, il a été révisé dans là. Hein. Bah, alors, bon, bah voilà. C'est le même que tsursho. Tsursho, c'est un impératif. Ça veut dire viens ici. Alors voilà, donc la différence entre venir et viens ici, bon, évidemment, quoi. Bon, là, je sais pas. Je veux dire, ça n'a. Bon, peut-être que vous vous dites, là, je suis pas assez précis, j'en sais rien. Mais c'est simplement parce que je mets pas trop d'énergie là-dedans. Pour moi, c'est clairement le même verbe, ou plus ou moins, et puis le contexte me suffit largement. Parce que si je vois ici Sangye Chun, je suis dans une prière. Donc, Sangye Chun, instinctivement, je suis en train de dire, mais venez. Et je m'adresse au Bouddha, évidemment, je fais une prière. Venez, vous les Bouddhas, vous qui n'êtes pas venus, vous venez, quoi. Et donc voilà, bon, maintenant, après, comme je vous dis, si on regarde la Tony Duff, bon, ok, une forme de l'impératif, très bien, comme une espèce de verbe en soi qui... Et attention, parce que là, il nous parle de la révision de l'orthographe, parce que les Tibétains aussi, ils ont fait des révisions de l'orthographe. Donc, en fonction que vous l'écrivez dans les anciens signes, dans les nouveaux signes, ça peut changer aussi quelque chose. Mais ça, bon, pour nous, je suis pas sûr, quoi, voilà, que ça... Mais cela dit, par contre, ce qui est très intéressant, c'est votre curiosité, ça, c'est bien. Et puis d'aller gratter là autour, alors ça, je vous l'encourage au maximum. Mais je pense pas que ça va nous bloquer dans la compréhension générale du sens. Stéphane, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est bon. Ah d'accord, ok. Bon, très bien, j'ai cru. Voilà. Annie, par contre? Je pense qu'on n'utilisait plus le chun, le deuxième chun. Et donc, ouais. C'est pour ça que... Ouais, je pense. Ça doit être des choses comme ça. Et puis, complètement. Mais voilà, et puis avoir la confirmation de ça, tu vois, c'est un peu... Même je me demande, on demanderait à un Kempo, je sais pas, il risquerait de botter en touche aussi. Je sais pas. Essayez, vous pouvez toujours. Mais encore une fois, ça n'a pas une immense différence. Incidence. Annie, tu voulais dire? Oui, moi, c'est à propos de Chöpa. Je me mélange un peu dans les Chö, là. Ouais, Chö, absolument. Chö Parjur. Alors moi, comme ça, en l'écoutant et en le lisant, il me vient quelque chose. Alors je sais pas s'il vous vient la même chose. Qu'est-ce qui te vient, toi, déjà? J'ai plutôt l'idée d'offrande. Moi aussi. J'ai l'idée d'offrande. Est-ce que et vous autres, vous diriez que c'est aussi l'idée d'offrande qui vous vient à l'esprit? Ouais. Ok. Si je me suis posé la question par rapport au gyul. Ouais. Parce que si gyul, c'est devenir au passé, je ne comprends pas que je parle gyul. Ok. C'est une très bonne question. Alors de nouveau, je suis très ennuyé parce que pour moi, non, mais c'est clair. Alors maintenant, c'est toujours la difficulté avec ces règles grammaticales. Dans un contexte, si on prend le clair miroir, je ne sais plus quelle est la page, mais je l'ai à peu près regardé 1000 fois, je pense, on a gyul comme auxiliaire. On est bien d'accord. Et là, au feeling, il faudrait vérifier, hein, mais au feeling, c'est plutôt gyul comme auxiliaire qui est utilisé comme auxiliaire du futur. Il me semble. Mais ça ne veut pas dire, ça corrobore un peu ce que je vous disais avant. Je ne suis pas complètement sûr que ce soit la forme absolument future du verbe gyul. Peut-être, là il faudrait vérifier. Là il faudrait prendre un peu de temps là-dessus. Mais comme auxiliaire classique, on peut regarder d'ailleurs. Bougez pas, on a le clair miroir pas loin. Il est là, je vais le retrouver. Pardon? Oui, c'était le passé. Ouais, moi aussi, parce que on va regarder.
on va regarder. Gyur, c'est avec un A avant. On va regarder et je mets auxiliaire classique et puis on voit. Moi, j'avais un petit souci avec ça parce que dans la traduction, c'est pas ça du tout. Donc, Alors, mais ça râle, mais c'est pas vrai. Alors, auxiliaire classique. oui, dans la traduction, elle met je rends hommage. Grand hommage. Je rends Enfin, hommage. je rends hommage, c'est pas. Enfin, Non, c'est pour ça que j'ai dit, rien moi, est pas direct. Quoi. non, tout à fait. C'est pour ça que comme je le perçois plutôt comme une offrande. Et puis après, voilà, on va voir ce qui est dit de ça. Et puis peut-être que c'est pas je rends hommage. On va voir. Alors, ce serait bien que je retrouve les auxiliaires classiques. Je retrouve pas, c'est quand même bête. Comment c'est possible ça, cette histoire? Je retrouve pas les auxiliaires classiques. On va pas trop perdre de temps avec ça. Ça doit être quelque part. Je sais plus où c'est dans le clair miroir. Comment ça se fait ça? Attendez voir, c'est quand même bête cette histoire. Auxiliaire. J'ai pourtant bien écrit auxiliaire. Et comment ça se fait que auxiliaire? Pourtant, il y en a plein d'auxiliaires. Il peut pas m'en retrouver qu'une seule d'auxiliaire. Je laisse. Ouais. Gyur, c'est futur et Gyur, c'est passé. Alors, celui-là, cette forme, tu l'as? C'est passé. C'est le passé. C'est ce que vous avez fait Basilio, sur la 6e strophe, là. Oui. Donc, c'était Gyur, Shinta et Gyur au futur. Dans la passé, présent, futur, je t'ai dit. Donc, Gyur, c'est passé. Oui, mais est-ce que tu as regardé la construction des auxiliaires? Là, tu me parles des différentes formes verbales de Gyur, mais est-ce que tu as regardé les constructions de l'auxiliaire classique? Eh ben, c'était par Gyur, par exemple. Attends, ça serait quand même intéressant qu'on retrouve ça dans le clair miroir. En fait, Attends. c'est dans ton cours, Oui. la 6e strophe des 37 pratiques des Bodhisattvas. Voilà, moi je. Oui. Alors attends, je vais juste voir. Est-ce que là, je peux le retrouver les trois Alors, combinaison, le futur. Est-ce que là, je vais retrouver... Moi, j'ai une règle, hein, c'est lorsque Gyur est utilisé comme verbe auxiliaire, il indique seulement le temps du verbe principal auquel il est associé. Et la forme passée, Gyur, c'est-à-dire celle-là, sans le A devant, indique que le verbe principal est au passé. Alors... Il équivaut à devenir. Effectivement, je pense pas que ce soit le présent. Il me semble pas que ça va signifier ça. Le futur, Gyur. C'est très ennuyeux cette histoire. Parce que, ou alors c'est... attendez voir, non, c'est pas ce que je voulais faire. Où est-ce que je suis, moi? Ici, je suis. Voilà. Dans le futur, il y a un préfixe A. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a peut-être... Alors, est-ce que c'est une faute? Bon, j'en sais rien. Non, moi j'ai en forme... la forme passée, c'est sans le A. Sans le A. Alors, ok. Alors, maintenant, dans la construction, par exemple, ici, bon, je sais pas, c'est à voir. Si je regarde ici, par exemple, la forme du présent, duparajur, ça va, mais du présent. C'est-à-dire, ça va se réaliser. Hein. Là, on l'utilise comme ça. Ça serait simplement vachement bien que je trouve, mais pour un verbe indifférentif, bon, ça change pas. Duparajur, ça change pas. Je voulais juste trouver la forme Gyur. C'est quand même bête cette histoire. Est-ce que peut-être comme ça, ga yata gya shepku gyur, est-ce que je trouverais ça par Gyur? Ça c'est les formes là. Juste 2 secondes parce que peut-être ça nous permettra. Alors. Après les verbes non volitifs. Alors voilà, dans le cas, c'est pour ça que c'est pas toujours aussi carré, parce que dans le cas d'un verbe, par exemple, vous voyez ici, optatif, hein, donc munpetik, c'est quand on fait le souhait, par exemple, une espèce de prière. Voilà. Donc ici, on voit dupar gyurulchik, donc dupar gyurulchik, alors là c'est pour le futur, par exemple.
Donc là, on va l'utiliser dans une situation au futur. Donc, voilà, c'est pour ça qu'à des moments, mais c'est bien, là vous avez le niveau où vous allez bientôt pouvoir bosser avec les Kempo qui pourront répondre à toutes les questions. Me poser la question en fait sur Kyuo type. Les 4 illimités, en fait, on a toujours Kyuo type. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi on pouvait faire un impératif avec un truc passé. Et je ne comprenais pas. Donc, ça répond à la question. Mais vous êtes vraiment mûr pour faire du clair miroir votre livre de chevet. Hein. Je veux dire, là, à un moment donné, il va pas y avoir d'autres possibilités. Parce qu'on rentre dans une finesse des choses qui fait que justement, là, et c'est pour ça que le travail, franchement, et je le dis sans aucune ironie hein, quand je dis tout ça, c'est-à-dire que Nicolas Tournan, il a fait un travail juste hallucinant. C'est pour moi un livre extraordinaire, vraiment, et je l'utilise beaucoup, et je vois que, clairement, j'ai de loin pas intégré tout ce qu'il explique. Parce qu'on voit la différence, par exemple ici, dans le cas d'un verbe non volitif, dupagurutik, alors là, bon, eh ben ça, cette forme, ça marche pour le futur. C'est-à-dire, puisse quelque chose arriver. Et donc, ben, le contexte des verbes, ça, pour l'instant, on l'a pas énormément travaillé. Mais c'est clair, si on rentre dans le détail, ça veut dire que chaque fois, il nous faudrait être tout à fait lucide sur le fait sur le type de verbe. Et ici, ben, tu par dur, ben, alors, qu'est-ce que l'on entend par verbe, là, ici, hein, donc la mémoire, verbe non volitif, alors ça, c'est non volitif, après, il y a les non volitifs indifférenciatifs ou non volitifs différenciatifs, bref, non volitif, là, c'est dans le sens de quelque chose sur laquelle je n'ai aucune maîtrise, donc, clairement, dur par dur. Et là, bon, bah, c'est pas très compliqué, hein. C'est juste, voilà. Maintenant ici, on n'est pas dans un contexte non volitif, parce que soit on veut leur rendre hommage, soit on veut leur faire des offrandes. Mais donc, que ce soit un cas de figure ou un autre, on va faire quelque chose volontairement. Alors après, c'est juste à vérifier. Bon, de toute façon, évidemment qu'on parle ici des DP sanguinam, on est en train de parler des DP sanguinam. DP sanguinam, c'est les Bouddhas du passé. Donc là, on est déjà, voilà. Ensuite, on est Kanyan Machun, ceux qui ne sont pas encore venus. Donc là, on va parler des Bouddhas du futur a priori. Donc si on part de là, par élimination, on pourrait se dire que forcément que les formes verbales, elles vont suivre les contextes. C'est-à-dire que les Bouddhas du passé, on leur a fait des offrandes, les Bouddhas du futur, on leur fera des offrandes. A priori. Voilà. Maintenant, ça c'est une indication. Mais moi, après, c'est vrai que j'ai pas non plus le niveau d'à pouvoir affirmer d'une manière. Quoi, je veux dire, là, il y a des notions, on pourrait dire, il y a des compétences qui me manquent pour arriver à pouvoir vraiment affirmer absolument et dire c'est ça. Moi, je suis aussi un peu comme vous, finalement. Je regarde le contexte, puis j'essaie de le comprendre comme ça. Voilà. Maintenant, il faudrait mémoriser toutes les règles avec les différentes formes, quoi. Bon, voilà. Mais allez-y, hein. Franchement, moi, je vous pousse à aller de l'avant. Mais là, par contre, le contexte, lui, nous dit quelque chose. DP sanguinam, tang, chuchui jikten, tana, kanshuk. Kanshuk, c'est... Donc là, on parle de DP sanguinam. Vous êtes d'accord? DP sanguinam, les Bouddhas du passé. Ensuite, quand on dit chuchui jikten, tana, chuchui jikten, tana, ta. Alors ça, c'est toujours la grande question. Soit dans les mondes des 10 directions. Là, c'est dans les mondes des 10 directions. Ta, on pourrait le prendre comme pur. Je pense qu'il ne faut pas le prendre comme pur. Ça, il me semble pas. Pourquoi? Parce que bon, il peut y avoir bien sûr des Bouddhas et Bodhisattvas dans les 10 directions. Mais je pense qu'on parle plutôt... Je suppose, je sais pas, mais je pense pas qu'on parle de pur. Je pense qu'on parle simplement d'un pluriel. C'est-à-dire les Bouddhas du passé, qui est, et en plus il y a un et ici, hein, les Bouddhas du passé et ceux qui demeurent dans toutes les 10 directions. Kanshuk, on retrouve la construction Kanshuk avec Kan. Vous êtes d'accord là-dessus? Et vous le comprenez, Kanyan Kanshuk, vous voyez le rapport? Kanshuk, comment vous pourriez le traduire d'une manière très simple? Kanshuk.
Ceux Ouais. qui demeurent. Alors, ceux qui demeurent, mais Quel que soit ce qui demeure. c'est ça, quels que soient ceux qui demeurent. C'est vraiment le Kang, c'est quoi que ce soit, qui que ce soit, c'est quoi que ce soit, qui que ce soit. Donc, Kangshuk, c'est qui que ce soit qui demeure dans ces 10 directions. Donc, les bouddhas du passé et qui que ce soit qui demeure dans ces 10 directions, Chö Parajuru. Donc, je rends hommage, ou je fais offrande. Chöpa, clairement, Chö, c'est l'honorifique d'offrande. Ça, c'est sûr, si on regarde dans le dictionnaire. Est-ce que maintenant c'est faux de dire je rends hommage? La question que je me posais aussi, c'était par rapport au jeu. Enfin, moi, j'avais deux interrogations. C'est-à-dire, est-ce que le sujet, c'est jeu, et est-ce que c'est rendre hommage ou faire des offrandes? Et moi, je mettais effectivement la phrase, enfin le bout de phrase plutôt au passé, puisque le deuxième, c'est plutôt au futur, quoi. Enfin, Pour ceux qui ne sont pas encore venus. donc je me demandais aussi si c'était jeu. Enfin, où est-ce qu'il est le jeu? Pourquoi on traduit au jeu, quoi? Quand on traduit jeu, on ne traduit pas le puisse. Tu ne traduis pas bio par puisse. Tout à l'heure, on a regardé dans le clair miroir, là. Oui. Tu nous as montré quand il y a un verbe, un laton et giur. Ici, par exemple, puisse, tu vois. Puisse cela se réaliser, bien sûr, dans ce cas-là, oui, bien sûr. Mais là, attention, c'est un verbe non volitif. Oui, mais attention, là, c'est un verbe non volitif. Dans le cas de duparuduruchik, ça, c'est vraiment non volitif. Donc là, il n'y a pas tellement de doute, quoi. C'est-à-dire, le rôle de l'acteur est très minime, parce que là, c'est un souhait pour que quelque chose se passe. C'est pas le souhait que je puisse faire quelque chose. Parce que dans ce cas-là, il faudrait utiliser un verbe volitif. Mais là, que ce soit rendre hommage ou que ce soit faire des offrandes, et d'ailleurs, faire des offrandes, c'est aussi pour rendre hommage, quoi. Bon, c'est pour ça que c'est pas si carré, à mon avis. Mais là, c'est clairement nous. Disons, là-dessus, Claudine, je pense pas qu'il y ait trop de doute, parce qu'il y a quand même cette différence entre volitif et non volitif qui est quand même assez forte. Maintenant, la question de Dominique demeure. C'est-à-dire, comment je sais que c'est je? C'est-à-dire, comment je suppose? Évidemment, je le vois nulle part. Donc, ça c'est clair. Après, on va le voir peut-être dans le commentaire. C'est pour ça que ça tombe bien, on a un commentaire, puis on ira regarder dedans, parce que là, à votre niveau, il n'y a pas d'autre choix, quoi. Je veux dire, si on veut vraiment comprendre le texte, il faut regarder les commentaires. Et pas d'ailleurs un seul commentaire, il faudra regarder plusieurs. Mais bon, déjà, ouais, c'est déjà pas mal. Maintenant, pourquoi on peut penser que c'est je? Et là, bon, disons, il y a quand même un contexte qui est classique, et classique dans le sens où c'est à 99% de chance certain, parce que c'est les canons de la pensée. On est dans la prière à 7 branches. Et la prière à 7 branches, c'est le travail de celui qui fait la prière. Ça, c'est sûr. Par contre, et c'est pour ça que je dis 99% de chance, c'est certain. C'est-à-dire, c'est certain qu'on est dans une prière à 7 branches. Et c'est certain que celui ou celle qui fait des offrandes ou qui rend hommage, ben c'est qui? C'est celui qui a besoin de développer de la vertu, celui qui a besoin de développer de la richesse intérieure et celui qui a besoin de purifier des actes nuisibles. Ça, les voiles. Donc là, on est dans un schéma explicatif bouddhiste hyper traditionnel et hyper classique. Et là, honnêtement, je vois pas l'exception qui dérogerait à la règle. C'est-à-dire, je suis j'ai suffisamment d'éléments pour... Alors, après, c'est une décision de traducteur ou de traductrice, évidemment, de pouvoir dire, ben non, c'est je, évidemment. Mais je me suis amusé, c'est un peu une petite anecdote, quoi. C'est pas très, ça a à voir avec ce qu'on est en train de voir. Je me suis amusé de faire une traduction. À un moment donné, j'ai pas mal bossé sur la louange de Tara. Puis je me suis dit, tiens, je vais essayer de la louange de Tara, je vais essayer du fait du contexte, c'est-à-dire qu'il y a un hommage, je vais la retraduire en je. C'est-à-dire, je vais l'exprimer en je, pour être beaucoup plus dans la bhakti, c'est-à-dire dans la dévotion, que tel qu'on en propose la traduction habituelle. La traduction habituelle, c'est un hommage, mais dans le sens de, on rend hommage à ses qualités.
mais c'est un peu c'est une manière de rendre hommage qui est un peu extérieure. C'est-à-dire, c'est vous avez, etc. Et donc, il y a manière et manière d'exprimer. Mais le texte ne nous dit pas, justement, si on peut utiliser le jeu ou pas. Vous avez cette liberté-là. Et là, bah, c'est un peu du même genre. C'est pour ça que ça m'y fait penser. C'est-à-dire que là, par contre, c'est sûr, je suis persuadé que c'est une prière serre de branche qui est faite pour celles et ceux qui ont besoin de la faire. C'est-à-dire, c'est pas pour les Bouddhas. Les Bouddhas, ils n'ont pas besoin qu'on leur manifeste un hommage ou qu'on leur fasse des offrandes. Ils s'en foutent, quoi. Je veux dire, c'est pas le problème. Le problème, il est pour nous. Donc, c'est nous qui sommes concernés par ce travail-là. Et donc, c'est pour ça que c'est jeu. Moi, je pense que là-dessus, ça répond à la question, quoi. C'est certain. Complètement. Après, Tio Parajur, ou donc rendre hommage ou faire des offrandes, ouais, je sais pas. La traduction du 5 sutras souverains, Oui. Ouais, ils ont détourné les difficultés en disant dans les mondes et des directions, être honoré par des offrandes, par ces offrandes. Complètement. Ben ça, ben voilà. C'est pour ça qu'on voit bien qu'on est chaque fois une traduction est une proposition. Ça peut jamais être autre chose qu'une proposition. Parce qu'en français, c'est une interprétation du sens. De toute manière. Donc, et vous aurez toujours de multiples manières de le traduire. Là, bon, là, c'est avec jeu, quoi. C'est un choix. On pourrait dire que c'est un choix subjectif. Mais rien ne l'empêche, hein. Rien ne l'empêche. Mais c'est vrai que de dire, de le mettre d'une manière plus impersonnelle, il sera rendu hommage au Bouddha, oui, c'est possible aussi, mais est-ce qu'au moment où on le dit, après ça c'est un immense débat, est-ce qu'au moment où on le dit quand on veut traduire un texte, est-ce que le français doit exprimer quelque chose justement de l'ordre de la dévotion, de l'ordre de quelque chose de plus personnalisé ou pas? Ça, je sais pas. Ça, ce seront les grands érudits ou grands accomplis du futur qui trancheront la question, hein. Mais moi, j'ai pas la réponse. J'aurais tendance à privilégier quelque chose de plus personnel. Mais bon, après. Mais regardons le commentaire, parce que là, je pense qu'on a suffisamment d'éléments. Depe Sangenam, Bouddha du passé, ok. Chukchui Jikten, pas de problème. Kangshuk, on a compris. Kanyan Machun, on a compris aussi. Hein. Theta, c'est eux. Hein. Ram Nyur War, ça veut dire quoi? Ram Nyur War. Après, on va regarder le commentaire. Rapidement. Exactement. Nyur, rapidement. Nyurma Pamo. Hein. Nyurma Pamo, vous avez tous, dans la louange de Tara, on parle de Nyurma Pamo. Nyurma Pamo. Hein. La glorieuse rapide, véloce. Hein. La véloce et glorieuse. Hein. Nyurma Pamo. Hein. Voilà, donc, Ram Nyur, très rapidement. Samzo, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Samzo? Penser, pas évident. Alors de nouveau, hein, attention, ce qui est pas évident, c'est de trouver le joli rendu qui en plus colle tout à fait au sens. Maintenant, on y va à gros coups de bêche là. Hein. Penser accompli. Exactement. Et voilà. Là, au départ, on y va à gros coups de bêche et ça va très très bien. Samzo, ça veut dire c'est les pensées, c'est les intentions qui sont parfaitement accomplies. Donc Samzo. Dzok, c'est quoi le sens de Dzok? Juste pour se souvenir. Compléter. Mais quand on dit Dzogchen, on parle de la grande perfection. Pourquoi? Comment vous... C'est l'accomplissement. Alors il y a faire, accompli, mais vous êtes... Mais... Pour réaliser l'entièreté, on a atteint toutes les qualités, où on a... Ouais, complètement. Mais il y a quelque chose dans Dzo qui devrait vous guider. J'ai dit parfaire, c'est-à-dire... Parfaire, c'est pas mal du tout, oui, mais tu as tout à fait raison. Mais parfaire, c'est une extension du sens. Dans Dzo, il y a quelque chose qui... L'accumulation, la notion d'accumulation. Alors, ok, je vous donne, vous donnez votre langue au yak, le vieux yak que je suis. Dzo,
Zo, ça veut dire épuisé, littéralement. Et épuisé, là où c'est intéressant, c'est que épuisé, si vous allez au fond, on va reprendre le sens littéral, si vous allez au fond d'un sac, et puis que vous videz totalement le sac jusqu'au dernier grain, eh ben, si c'est parfaitement vide, ça veut dire que c'est parfaitement accompli. Alors, je dis pas que c'est très évident pour nous, mais le sens de Zo, c'est le sens de parfait accomplissement parce que vous avez été au bout de ce qu'il y a à faire. C'est Zosong. Zosong, c'est quelque chose de, c'est fini, c'est accompli, c'est terminé. Donc, il y a quelque chose dans le sens de totalement épuisé. Et ça, c'est d'ailleurs une idée bouddhiste. Là, c'est plus du bouddhisme culturel. Dans le Dzogchen, c'est le grand achèvement. C'est le grand achèvement dans le sens du grand épuisement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une compréhension de l'éveil qui est le fait on s'est totalement défait de ce qui est à défaire. C'est-à-dire, c'est le grand épuisement. Hein. Et on retrouve cette notion ici. Donc, Zo, ça veut dire que c'est nos pensées qui sont parfaitement accomplies. Mais nous, on dit accompli. Mais dans Zo, il n'y a pas à accomplir. Dzogchen, c'est le grand accomplissement. Ou la grande perfection. C'est pour ça qu'encore une fois, et là mon rôle très modestement, c'est de vous rendre attentif au fait que le rendu en français, attendez, c'est juste un choix. Ça ne veut pas dire que dans le futur, on parlera encore de Dzogchen comme de la grande perfection. Peut-être qu'un jour, on dit non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Si on fait l'histoire de la traduction des mots, ça, je peux vous dire, on n'a pas fini. Hein. Et c'est normal, c'est complètement normal, parce qu'on essaye, les Tibétains, ils se sont posé la même question quand ils ont dû traduire depuis le sanskrit, et d'ailleurs, s'ils ont choisi Zo, c'est parce que ça vient du sanskrit. Et puis, à un moment donné, ils se sont posé la question. D'ailleurs, si on regarde dans un dictionnaire, c'est pour ça que Tony Duff est intéressant, pas que Tony Duff, hein, il y a d'autres dictionnaires qui vont reprendre les sens sanscrits, et donc, où on va comprendre pourquoi les Tibétains, à un moment donné, ils décident de dire les choses comme ça, parce que ça leur semble plus juste par rapport au sens sanskrit de ce qui veut dire. Par exemple, dukkha, si on regarde l'origine de Dungel, dukkha, qu'est-ce que veut dire dukkha? Ce serait extrêmement intéressant, mais bon, là, on va pas partir là-dedans, mais bon, bref. Donc, samzo, oui, parfait accomplissement, mais dans le sens où tous mes désirs sont accompli parce qu'il n'en reste plus aucun autre à accomplir. C'est pour ça que l'épuisement va de pair avec la perfection. Quand vous dites Dzogrim, vous avez Kierim et vous avez Dzogrim dans le Vajrayana, et Dzogrim, c'est la phase d'achèvement ou la phase de perfection. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'au terme de Dzogrim, de la phase de perfection, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que vous avez complètement, normalement, dans le Dzogrim, vous êtes dans la réalité ultime. Hein. Je veux dire, il n'y a plus rien d'autre à faire, quoi, normalement. Donc, c'est pour ça qu'on utilise Zo dans ces deux sens, et c'est quelque chose d'assez important. Donc, Samzo, Chongchub Rimpar, Sangechun. Chongchub Rimpar, ça veut dire quoi? Éveil progressivement. Ouais, éveil progressivement, ça veut dire s'éveiller, parce que Changchub, vous pouvez le prendre comme un verbe, hein. C'est-à-dire que comme l'idée de s'éveiller. Je vais juste fermer le micro, me moucher, je reviens. Voilà. Désolé. Donc, les étapes de l'éveil, hein, on peut le comprendre comme les étapes de l'éveil. Et Chongchub Rimpar Sangechun. Donc, ils deviennent des Bouddhas en franchissant toutes les étapes progressives de l'éveil. On peut tout à fait le comprendre comme ça. Voilà, on peut dire qu'à ce stade, on a les éléments. On a les éléments en gros. Après, on a une proposition de traduction. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure. On peut en trouver une autre. De toute façon, il y en a plein d'autres. Donc après, vous pouvez regarder celle qui vous plaît le plus. Mais ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de comprendre le mieux possible. Et dans ce cas-là, on va rentrer dans le commentaire. Parce que il est là pour ça, le commentaire.
Donc, on y va. On va aller voir notre commentaire. Tac, 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 tac. Voilà. Là, on est dans le commentaire. Donc, et on voit... ah ben ça, c'est bizarre d'ailleurs. Ah oui, ça c'est... Oui, c'est le texte d'introduction sur pourquoi tout ça, voilà. La partie principale, etc. Ok, très bien. Et puis après, on a ici la strophe. Donc, T1, voilà. Chatselwa so, ça veut dire quoi? Accumulation de prosternation. Voilà. Et on a un so qui veut dire etc. Donc tout de suite, on voit qu'on on induit quelque chose, on induit tous les actes vertueux qu'on peut faire. Les prosternations, les circumambulations, les offrandes, les prières, tout ce que vous voudrez. Dans le so, on a un etc. Ça, c'est une indication très importante pour nous. Chatselwa so. Getsanam. Getsanam. Cathy, faut mettre ton micro, Cathy. Je t'entends pas, Cathy. J'ai vu que voilà, les racines de vertu. Donc là, tout de suite, on sent que Chatselwaso, Getsanam. Donc, on est dans une forme d'énumération. Déjà, ça nous met tout de suite au jus. On sait qu'on parle des vertus de multiples manières, sous toutes sortes de formes, etc. Getsanam ki. Et là, c'est un élément, on a tout de suite compris que c'est les vertus qui vont produire quelque chose. On est d'accord? Bon. Donc, Chatselwaso, Getsanam ki. Tsun, tsun, on l'a vu la dernière fois. Hein. Tsun dans le sens de illustrer, vous vous souvenez? Illustrer, image, représenter, etc. Annie, tu veux dire quelque chose? Non, je disais montrer. Montrer, tout à fait, ça marche très bien aussi. Montrer. Donc, je fais deux offrandes, bon, pour le bien des excentriques, des racines de la vertu, de faire des prosternations et ainsi de suite, de mon propre corps, mes possessions et des racines des vertus du traitement, voilà. Donc, ce n'est rangilu, facile, hein. C'est mon corps. Absolument, mon propre, oui, tout à fait, mon corps, mon propre corps, hein, on pourrait dire aussi, parce que et là, on est très aidé par le contexte hyper classique de la prière, parce qu'on sait qu'on offre tout ça. On offre son corps, sa parole, son esprit, etc. Donc, rangilu, longtieux, et ça, c'est une composition classique. Hein. Longtieux, ça veut dire quoi, longtieux? Les richesses. Absolument, les richesses, les richesses, les biens. Longtieux, ce qui est intéressant aussi dans longtieux, ça vous dit quelque chose? Conduite. Conduite, activité, mais jouir aussi. Hein, expérimenter. Donc longtieux. C'est, pardon, Claudine, c'est. Ah oui, non, je confonds. Je croyais qu'on l'avait vu, non, c'est pas ça. Et on l'a vu dans les premiers 30 et 37 pratiques. Oui, puis on le voit un peu de partout, parce que longtieux, ça vous dit quelque chose? Longtieux dzogpe, longtieux ku, hein, le Sambhogakaya, hein, le corps de jouissance, qu'on traduit par corps de jouissance. Pourquoi corps de jouissance? À cause de longtieux. C'est-à-dire, voilà, ça c'est typique d'une traduction. Est-ce qu'on traduira encore Sambhogakaya par corps de jouissance? J'en sais rien. Parce que quand on dit ça, ça ne veut pas du tout dire qu'on a compris ce que c'est que le Sambhogakaya. Hein. Alors ça, on est bien d'accord. Hein. Corps de jouissance, que ça veut dire, ça on ne sait pas. Donc, c'est pas... Voilà, il y a encore bien du boulot à faire là-dessus. Donc, longtieux, en tout cas longtieux, on voit que dans ce contexte-là, ça veut dire les biens, les richesses, ce dont on jouit. Et ça, c'est très important parce que dans un contexte bouddhiste, il faut... Là je la ramène un peu avec le contexte bouddhiste. Quoi. On me dira, de toute façon, c'est logique. Mais pourquoi? Parce que, du point de vue karmique, si on jouit de biens et de bonheur, etc., c'est parce qu'on a fait de très bonnes actions. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir de l'argent, des biens et des richesses. Parce que jouir du bonheur dans cette vie, c'est le signe qu'on a fait des bonnes actions. Donc, c'est pour ça que la notion de jouissance des biens, elle est complètement admise. C'est-à-dire, si on peut jouir d'une situation favorable, eh bien, c'est parce que nous avons fait de bonnes actions. Et c'est pour ça que
on offre ça. C'est-à-dire, on offre cette richesse qui est là. C'est une manière de continuer. Et là, c'est pas les Chinois qui me contrediront. Hein, tous les lamas tibétains vous diront que quand ils vont en Chine, à Singapour ou Hong Kong et compagnie, c'est surtout pour faire des prières à Dzambala, le dieu des richesses, et ils font des prières et des offrandes mirifiques pour obtenir des biens. Parce que, voilà, dans une culture traditionnelle bouddhiste, ben voilà, on utilise ces biens pour en obtenir encore plus. C'est une logique culturelle. Là, il faut se rendre compte de cette dimension culturelle. Donc, on offre son corps. D'ailleurs, j'ai envie de vous demander, comment ça se fait qu'on offre son corps? Est-ce que là, il y a un petit tilt qui vous fait, tiens, quand même? Dans la pratique d'autre chose. Non, c'est pas ça. Parce que vous avez dans des textes où on vous dit, à notre niveau à nous, on peut qu'offrir son corps en entier. On ne peut pas offrir des parties de son corps. Il n'y a que quand on a atteint le chemin de la vision, c'est-à-dire on a réalisé le sens de la vacuité, où là on peut offrir des parties de son corps. Donc c'est pour ça que quand on dit rangilu, ça suppose le corps en entier. Le corps en entier, vous pouvez l'offrir, pas en partie. Et c'est pour ça qu'on a ici rangilu. On peut offrir son corps. Ça, oui. L'onctueux. Tu sum gigetsa tamche. Hein? Tu sum gigetsa tamche. Facile quand même. Hein? Ça veut dire quoi? Tu sum gigetsa tamche. Racine de vertu des 3 temps. Bravo. Vous l'avez tous dit en même temps. C'est parfait. Beau réflexe. Les racines de vertu des 3 temps. Tu sum gigetsa tamche. Et on voit qu'on est dans une énumération. Hein? Les prosternations, etc. Toutes les racines de vertu qui peuvent être illustrées par le fait que on a offert notre corps, les richesses, les biens, les possessions, les racines de vertu des 3 temps. Tout ça, hein, tamche. Ngar chun depe sangue. Ngara chun depe sangue, ça veut dire quoi? Les Bouddhas du passé venus avant. Exactement. Alors c'est un peu redondant, effectivement, mais tu as tout à fait raison de le traduire comme ça. Un gros coup de pioche, parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est Ngar avant, un Ngara chun depe sangue. Ceux qui sont les Bouddhas du passé qui sont venus avant. C'est parfait. Ngara chun depe sangue. Parce que Ngara chun, c'est ceux qui sont venus précédemment. C'est là où c'est un peu redondant, parce qu'on parle des Bouddhas du passé. Hein. Depe sangue, c'est forcément les Bouddhas du passé. Mais, on le précise, les Bouddhas du passé qui sont venus avant, Ngarachun Depe sangue, Su Chakpa Nam, hein, Sangue Su Chakpa Nam, qu'est-ce que ça veut dire? Sangue Su Chakpa Nam, c'est très, très intéressant ça. Vous compliquez pas, hein. Gros coup de bêche, parce que sinon, vous allez passer à côté du sens. Chakpa, ça veut dire quoi? Renommé. Donc, Sangue Su Chakpa, ça c'est une construction qu'on appelle Teni, marque d'incorporation. Rappelez-vous du Gyagar Ketu, ça va vous revenir. Ça va peut-être vous faire tilt. Sangue Su Chakpa. Ceux qui sont renommés. Ceux qui sont renommés comme étant des Bouddhas. D'accord? C'est pour ça que c'est une construction qu'on appelle Teni, marque d'incorporation. C'est-à-dire ceux qui sont renommés en étant considérés comme des Bouddhas. C'est pour ça que le sou ici, le sou, évidemment, c'est une particule oblique, on est bien d'accord. Mais c'est pas une particule oblique pour dire ni au Bouddha, ni vers les Bouddhas, ni pour les Bouddhas. Parce que sinon on ne comprendrait pas. C'est pour ça qu'on est dans une construction typique de ce qu'on appelle Teni, marque d'incorporation. Vous regarderez dans le clair miroir, vous avez toute une tartine là-dessus, c'est très intéressant, où on voit qu'en fait, pour le dire alors hyper simplement, parce que moi je ne vais pas vous faire du clair miroir à la volée, je vais simplement vous dire que c'est la transformation d'une chose en un autre état similaire au point d'origine. C'est-à-dire que vous parlez des Bouddhas, et vous dites qu'ils sont renommés comme Bouddha. Vous parlez de la même chose. Vous parlez de la renommée d'être un Bouddha. Mais la renommée d'être un Bouddha vient du fait d'être un Bouddha. Donc, c'est pour ça que la marque d'incorporation, ça exprime toujours une transformation. C'est pourquoi je vous disais Gyagar Ketu, parce que ça veut dire en sanskrit. Le texte, c'est le même, mais on va prendre la formule
Peketu en tibétain ou Gyagarketu en sanskrit, parce que c'est la transformation du même sous une autre forme. Bon, comme je vous dis, ça, c'est à la hache. Hein. Après, vous reprenez le détail dans le clair miroir. Mais ça nous indique quelque chose de suffisant, c'est-à-dire reconnu comme étant des Bouddhas. Reconnu dans le sens de... Ça, c'est encore une fois un problème de traduction française. Chakpa, ça veut dire renommé. Et chak, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on entend. C'est le renom, c'est l'entend. Ça vient de cha, le son. C'est le son audible. On a entendu dire que lui, il était extraordinaire. Donc, c'est une rumeur qui se répond. Hein? Donc, c'est ça, chakpa. Donc, chakpa, ça veut dire ceux qui ont été renommés comme étant les Bouddhas du passé, qui sont venus avant. Puis là, on a un gros tang. Hein, donc, on sait qu'on est... Voilà, là, on a énoncé quelque chose. On a énoncé quoi? On a parlé de ces Bouddhas du passé, ces Bouddhas, ceux qui ont été considérés comme des Bouddhas ou ceux vénérés comme des Bouddhas. Bon, après, bref, ça c'est bêtement de la traduction. Mais on parle d'eux qui sont venus avant et qui ont fait tout cela, c'est-à-dire toutes ces vertus, etc. Et c'est ça qui ont fait qu'ils sont devenus des Bouddhas, évidemment. Ça, c'est sous-entendu, mais évidemment, c'est toutes ces vertus développées qui les ont rendus Bouddhas, on pourrait dire, qui nous auront permis d'être éveillés. Et puis ensuite, et on n'a plus qu'une minute pour aller à la fin du commentaire, c'est une horreur, donc il faut aller très très vite là, les amis. Donc, Tétar, de cette manière, Chochu Jiktengi Kamtana, dans tous les 10 directions, dans tous les mondes des 10 directions, Jiktengi Kamtana, Sangye Chumdende Kang, Semchen, Kang Semchen Gitunla, le Bouddha, donc Sangye Chumdende, les Bouddhas Bhagawan, Kang Semchen Gitunla, pour quelque être que ce soit, pour tous les êtres, mais dans le sens de pour quelque être que ce soit, Jukpa Namla, afin que ces Bouddhas qui agissent pour tous les êtres, quels qu'ils soient, demeurent, Shukpa Nam, ceux qui demeurent donc en agissant pour tous les êtres, quels qu'ils soient, Shukpa Nam, Pulwe c'est offrir, hein, Pulwa, Pul c'est offrir, donc Pulwe Teta, ces offrandes faites, hein, parce que là c'est Pul au passé, donc ça veut dire c'est ce qu'on a offert, hein, Teta, tout cela qui a été offert, Chen Ngar Kuntu, est-ce qu'il y a une faute d'orthographe là, ou pas? Chen Ngar Kuntu. Là, en vue de cela, ouais, ou en vue de cela, très bien. En vue de cela, Chen Ngar Kuntu, Songpe Chepe Tintu Jurute. Alors là, c'est des offrandes qui sont faites à Songpe Chepe Tintu. Tin, c'est les nuages. Donc là, on est en train d'utiliser une image très classique, c'est les nuages d'offrande de Samantabhadra. En fait. Mais là, c'est un sous-entendu. Hein. Quand on dit les nuages, c'est les nuages d'offrande de Samantabhadra. C'est-à-dire ces nuages d'offrande pour dire infinies offrandes. Tinto durte. Nyempara champe. Nyempara, ça veut dire égal, c'est équivalent. C'est équivalent à tous ces nuages, ces myriades d'offrandes de Samantabhadra. Nyempara champe. Samsing taktu tetar chuparjur. Donc, ça veut dire tel que ça a été fait par donc les bodhisattvas du passé, ces nuages d'offrandes de Samantabhadra. Donc, samsing, y pensant, taktu tetar, d'une manière, taktu tetar, ça veut dire tout le temps de cette façon, je vais faire des offrandes en pensant à toutes ces offrandes, ces nuages d'offrandes de Samantabhadra qui ont été faites donc à l'égard de tous ces Bouddhas qui demeurent pour le bien de tous les êtres dans tous ces 10 mondes, etc. Et donc, taktu tetar, de cette manière, tout le temps, tu parles jurutik pao, je vais faire ces offrandes ou rendre hommage. On pourrait dire effectivement offrande. Lui sais-je offrir. Donc c'est vrai que en vue du commentaire, ça pourrait nous dire, on pourrait se dire, allez, j'opte pour offrir plutôt que je rends hommage. Ça, on peut changer. Mais voilà, le commentaire, il nous dit ça.
Bon, après, il y a pour concrétiser leur intention. Après, voilà, il y a encore du boulot. Mais on a au moins vu ça. D'accord? Bon, un peu à l'arrache à la fin, hein. Vous pouvez reprendre plus tranquille. Mais en même temps, les idées clés sont là, hein. D'accord? Bon, ça va? Vous survivez? Oui. Bon, j'espère. Qu'est-ce qu'on prépare pour la prochaine fois? On prend des On vacances. bosse pour la prochaine fois. On fait plus rien. Non, on fait pas plus rien. Et on prend la strophe suivante directement ou on continue le commentaire Qu'avez-vous envie? On pourrait très bien. Pendant la semaine. Alors, bien sûr, pendant la semaine, ce qu'on pourrait faire, je ne sais pas comme vous avez envie. Ce qu'on pourrait faire, c'est jeter un œil aux commentaires, la suite, commencer par ça, et puis ensuite travailler la strophe suivante. Parce que on commence à avoir de l'avance. Hein. On en a 2 d'avance. Là, maintenant, je vais m'arrêter, hein, parce qu'on va écluser, sinon ça va pas. Donc, on pourrait, strophe 13, on pourrait se dire, vous étudiez la fin du commentaire. Quand je dis étudier le commentaire, attention, hein, ça veut dire juste vous familiariser. Lire, essayer de sentir, il n'y a pas non plus... Pardon? Oui. Pardon. Oui, tout à fait. C'est-à-dire un peu regarder, voilà. Donc, allez au bout du commentaire de la strophe 13, mais léger, sans pression. Vous lisez, vous essayez de sentir, tout simplement. Et lisez. Et à haute voix, s'il vous plaît. Ça va faire une grosse différence. Vraiment. Vous lisez. Et voilà. Et puis après, deuxième partie de la leçon, je pense qu'on aura le temps, on voit la strophe 14. Ça vous va? Bon, top. Génial. Merci les amis. Une dédicace et on s'arrête là. Sonam di tamche zubani tomne nyepe danam pamtene kegana chimbala tupa sipe tsole doa delwarai sho. Et pareil, hein, prière de dédicace, vous pouvez faire le même travail de lecture consciente. Et il n'y a pas de doute. Merci beaucoup pour vos curiosités, pour votre enthousiasme, c'est génial. N'hésitez pas à aller à vouloir en savoir plus. Et le Clair Miroir est une magnifique mine d'informations. Vous pouvez les gratter là-dedans, ça vaut vraiment la peine. Parce que moi, j'ai vraiment pas toutes les réponses. Et plus vous allez en savoir, moins j'aurai les réponses. Et ça sera très bon signe. Vraiment. Donc, c'est super. Allez, belle journée. Merci beaucoup.